6h-9h, Paléo Futur. Antoine Drouot, Laurent Haug. Paléo Futur avec vous, Laurent Haug. Bonjour. Bonjour. Laurent Haug, vous êtes investisseur, spécialiste en technologie numérique. Avec vous, sur la première, dans Paléo Futur, on décrypte le passé pour mieux comprendre notre présent, pour mieux comprendre tout ce qui tourne autour de l'évolution de la société, autour de la numérisation de la société. Aujourd'hui, on va parler des disruptions de la monnaie, des disruptions de l'argent. On a souvent dit que 2017, c'était l'année des crypto-monnaies. Avec un peu de recul, quelques mois de recul, c'est vrai, c'était vraiment l'année des crypto-monnaies 2017. C'est en tout cas l'année de la démocratisation des crypto-monnaies, suivie même un peu d'une bulle en 2018. Alors ça a réveillé tout un tas de forces. D'un côté, les critiques. On a dit, voilà, une fois de plus, une technologie complètement inutile. Ça favorise la cybercriminalité sur le web profond, qu'on appelle aussi le dark web. Ça finance le crime traditionnel et le terrorisme. Ça échappe à tout contrôle. C'est un système de Ponzi, etc. Et de l'autre, on entend des gens... Un système de quoi? De Ponzi? Un système de Ponzi, c'est la traduction du Ponzi scheme en français. C'est un système de Ponzi, la pyramide, les systèmes pyramidaux. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. De l'autre côté, on a des supporters qui disent que ça y est, finalement, les monnaies sont libérées du monopole des États. Elles sont enfin réellement décentralisée, démocratique, économique, que c'est une révolution majeure. Évidemment, quand on parle crypto-monnaie, on pense à la star, le Bitcoin. Le Bitcoin, qui est la plus ancienne, lancée en 2009 par une personne qui est toujours anonyme, alors peut-être un groupe de personnes plutôt, mais qui opère sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et c'est aujourd'hui de très très loin la plus importante des crypto-monnaies. Pour donner une idée, tous les bitcoins en circulation aujourd'hui, ça représente à peu près 145 milliards de dollars. Le cash en dollars, c'est 1500 milliards de dollars. Donc ça reste encore minoritaire, mais c'est quand même important. C'est une crypto-monnaie qui repose sur la technologie du blockchain. On n'a pas le temps d'aller trop loin là-dedans dans ce que c'est qu'une blockchain. Mais aujourd'hui, à côté de Bitcoin, qui est vraiment la star, il y a 1000 monnaies numériques qui ont été créées. Il y en a qui se créent tous les jours. Alors, il y a l'Ether qui vaut à peu près mi-mai 72 milliards de dollars. Il y a le Ripple, 34 milliards de dollars mi-mai 2018. Et puis il y a le Jesus Coin aussi, qui vous montre que tout le monde peut fonder sa monnaie. Et en fait, Bitcoin, quand on regarde bien, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît depuis assez longtemps. Ça ressemble à quoi, alors? Ça ressemble à l'or. Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche de l'or. Vous cherchez de l'or? Oui. Vous en avez trouvé? Non. On essaye. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de chercher de l'or? Des amis. Finalement, l'or, pourquoi ça vaut quelque chose? Parce que on y croit tous, et le Bitcoin, c'est un petit peu pareil. Mais il y a des parallèles qui vont plus loin. La quantité d'or sur Terre est limitée. Elle ne dépend pas de la volonté d'un État ou d'une banque centrale. Il y a des contraintes physiques. C'est les réserves terrestres qu'on a sur la planète. Au début, trouver de l'or, c'était relativement facile. Il y avait les petits chercheurs qui partaient avec leurs pioches. Ils étaient peu nombreux. Et ensuite, quand les premiers fils ont été trouvés, ça a donné la ruée vers l'or. Tout le monde s'y est mis. Et du coup, l'or est devenu de plus en plus difficile à trouver, de plus en plus rare. Il valait de plus en plus cher. Et la barrière à l'entrée est devenue de plus en plus importante. Aujourd'hui, ouvrir une mine d'or, ça coûte très très cher. Et en fait, le Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto a un petit peu recréé le même mécanisme, mais cette fois, la ressource n'est pas limitée par des limites physiques, on est dans le monde virtuel, elle est limitée par le protocole, par les règles du jeu. Et du coup, le Bitcoin suit un peu la même histoire. Au départ, ça a été quelque chose de très confidentiel, des individus qui étaient les mineurs, chacun avec leur PC, la valeur qui monte, une ruée vers l'or qu'on a vécu fin 2017, et puis aujourd'hui, entre guillemets, une professionnalisation. Aujourd'hui, les mineurs Bitcoin, c'est des gens qui ont des centaines de serveurs et qui ne ressemblent plus du tout aux gens qui s'y intéressaient il y a 7-8 ans. Et donc, il y a une limitation artificielle du nombre de bitcoins qui est à 21 millions. Aujourd'hui, il y en a 16,6 millions en circulation. Il y en a 650 000 qui sont émis, qui sont minés, qu'on va chercher par année. Et après 2020, il y a des règles pour que ce taux d'émission diminue. Et il est prévu qu'en 2140, on ne puisse plus émettre de nouveaux bitcoins. Voilà, c'est comme les réserves d'or qui sont épuisées. Il est l'heure de se réveiller. Fouillis, fouillis, fouillis.
Les crypto-monnaies, ces monnaies informatiques, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de la monnaie, des monnaies qu'on frappait à l'époque ? On se déchire pas mal sur le sujet. Certains économistes disent que non, ça n'est pas de la monnaie, que c'est un actif spéculatif, il faut mettre les guillemets. La BCE dit que les crypto-monnaies sont trop volatiles pour remplir les 3 fonctions de la monnaie, qui sont mesurer la valeur, permettre des échanges et épargner. C'est vrai que la volatilité pose un peu un problème, mais ça amuse plutôt les gens qui, eux, sont dans les crypto-monnaies. Depuis le premier achat réel qui a été fait le 22 mai 2010, où quelqu'un s'est acheté 2 pizzas avec des bitcoins, depuis ce moment-là, en fait, il y a pas mal de monde qui utilise les crypto-monnaies. Et puis, on va le voir, on est dans Paléo Futur, c'est pas la première fois qu'il y a une disruption de la monnaie. Et puis, il y a un peu toujours les mêmes critiques qui reviennent à chaque nouvelle innovation. Question à 100 balles, puisqu'on parle d'argent. Au fond, c'est quoi une monnaie ? Alors il faut en parler, on prend ça un peu comme une évidence, mais la monnaie c'est une grande innovation. Avant il y avait le troc, moi j'arrivais avec 50 poules, vous aviez un mouton et puis après la question c'était combien le mouton vaut de tonneaux de bière, combien la poule vaut-elle d'œufs, comment est-ce qu'on paye du pain quand on n'a qu'un mouton entier. La monnaie c'est une réponse à ces contraintes et on peut s'échanger plus facilement des marchandises et des services. Au fond c'est un référentiel commun pour régler les échanges. Vous avez combien de moutons, monsieur ? 450. 450. Et vous venez d'où avec tous ces moutons ? De Valais. Mais vous-même, vous n'êtes pas valaisan parce que vous avez un accent. De Bergame. Vous êtes de Bergame, vous êtes italien. Monsieur aussi avec vous ? Et vous êtes parti du Valais quand avec tous ces moutons ? 15 novembre. Et vous allez où ? Je sais pas, par Fribourg, Payerne, par là. Ces premières monnaies, elles prennent quelle forme ? Au début, c'est par exemple des coquillages, comme les kauris, qui sont encore utilisés en Océanie, en Asie du Sud-Est, jusqu'au milieu du XXe siècle. Ensuite, il y a eu des pierres semi-précieuses, comme l'ambre. Dans la Rome antique, c'était le sel, qui donnait son nom au mot salaire, ça vient de sel. Les fèves de cacao dans l'Amérique précolombienne. Au XVe siècle, chez les Aztèques, un esclave sans fèves, un lapin 10 fèves. Et puis arrive l'or ou l'argent brut, qui sont des métaux rares, solides, d'une grande valeur, et qui ont l'avantage de ne pas peser très très lourd. On peut porter beaucoup de valeur avec soi dans peu d'espace. Ouais, c'est là qu'on arrive aux pièces de monnaie, c'est ça ? Première disruption, si on veut, on passe des coquillages aux pièces. Alors c'est 650 avant Jésus-Christ dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'est le roi Lydie Aliathès qui fait circuler la première pièce de monnaie. Et à ce moment-là, on se rend compte que la monnaie a une sorte de pouvoir politique intégré en elle, puisque on peut commencer à mettre son portrait dessus. Donc les pièces ont à peu près le même poids, à peu près la même taille, et puis on met le portrait du souverain, où Athènes, sur ces pièces, met sa fameuse chouette sur les drachmes, qui est connue à l'époque, dans l'Antiquité, autant que le signe du dollar aujourd'hui. Donc la monnaie devient un symbole de pouvoir et presque même un outil de propagande politique sur le sesterce romain. Brutus, après avoir la mort de César, se montre lui-même entouré de 2 poignards avec la date de l'assassinat de César. Donc ça permet de rappeler les faits historiques. Ouais, qui a le pouvoir ? Oui, c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que la monnaie se répand à travers le globe, à travers le monde. Voilà, c'est les métaux précieux qui se généralisent, la monnaie qui se répand, la métallurgie qui se perfectionne, la frappe qui devient un processus quasiment industriel. Sous Dioclétien, il y a 16 ateliers monétaires répartis dans tout l'Empire qui se partagent la production des monnaies romaines. Et alors chaque roi va y aller de sa petite création. Donc le franc qui est créé par le roi de France Jean le Bon en 1360, la livre, le roi Henri II en 1158, le mark au XIe siècle qui est une innovation à Cologne, le Kölner Mark, les doublons, les pistoles, et le thaler de Bohême qui deviendra une monnaie qu'on connaît très bien, qui est le dollar. Seulement, problème, ces espèces sonnantes et trébuchantes, eh bien, elles ont de gros défauts. Alors déjà, il y en a beaucoup. Il y en a 400 au XVIIe siècle en Europe, donc c'est vraiment très très difficile d'échanger. Ensuite, leur quantité, la capacité de le produire, est indexée sur les stocks de métaux précieux. Alors pendant le Moyen-Âge, c'est vraiment un frein à la croissance, parce qu'on n'a pas beaucoup de métaux précieux. Et à l'inverse, quand au XVe siècle on découvre les Amériques, il y a une arrivée massive d'or et d'argent, et d'un seul coup, ça donne un énorme coup de fouet à l'économie européenne. Donc à chaque fois, c'est des disruptions, à chaque évolution, coquillage, puis pièces. Et puis la monnaie, elle continue de se faire disrupter, de se disrupter elle-même toute seule comme une grande. Elle se transforme encore. Elle se transforme encore et elle devient
immatériel, de plus en plus immatériel. C'est l'arrivée du papier-monnaie, qui est vraiment une révolution technique et économique. Ça apparaît au Xe siècle en Chine. C'est des billets à ordre qui correspondent à une quantité de métal certifiée par l'empereur. Et au Japon, il y avait les hansatsu qui ont été utilisés à la fin du XVIe siècle pour faciliter le commerce du riz. Berne, la Banque nationale suisse. Encore une vérification. Ces machines contrôlent que chaque liasse contient bien 100 coupures. Ouais, à l'époque, c'est l'Asie qui innove en premier et c'est l'Europe qui copie. Voilà, c'est l'inverse de la légende aujourd'hui qu'on a tous dans la tête. Mais l'Europe, vers le XIVe siècle, commence à émettre l'Italie des nota di banco, qui donnera le nom banknote en anglais. Et donc, c'est un papier qu'on peut aller convertir en or auprès des banquiers. C'est un système qui est d'abord privé. C'est-à-dire que les premiers billets ont été émis par des entreprises et c'est conçu pour éviter les risques associés au transport de métal précieux. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup moins lourd. Oui, donc en fait, c'est comme le Bitcoin, Au début, c'est juste quelques initiés, des petits cercles comme ça qui peuvent profiter de cette disruption, de cette innovation à l'époque. Alors, le système moderne arrive ensuite et ce sont les États qui se mettent à émettre les billets. Les États se structurent, ils apparaissent, ils deviennent de plus en plus forts à partir du XVIIe siècle. Et donc, il y a la Banque de Stockholm, la Banque d'Amsterdam, la Banque d'Angleterre qui sont créées à ce moment-là pour émettre les billets. Et les débuts sont hasardeux. On va retrouver certains des problèmes qu'on a avec les cryptos, les déboires qu'elles ont. Par exemple, en France, quand on lance le premier système, qui s'appelle le système de l'eau, eh bien, il y a une faillite derrière. L'État imprime trop de billets. Les Français perdent confiance dans la capacité de l'État à garantir la valeur des billets. Et c'est la crise. Voilà. Crise d'adolescence, peut-être. Ouais, et puis ces billets, ils sont pas au-dessus de tout reproche. Alors non, c'est vrai qu'aujourd'hui on reproche plein de choses aux cryptos, mais à chaque fois qu'il y a eu une invention, on lui a aussi cherché des poux. Donc le problème des billets, par exemple, c'est que ça transporte tout un tas de germes, de virus, c'est très sale. Et alors on dit, les employés qui touchent en même temps les billets et les aliments transmettent les épidémies. À l'inverse, il y a des gens qui vont dire que ça va vous faire des très bons anticorps et que c'est plutôt bien de laisser les enfants toucher les billets puis ensuite de mettre la main sur la bouche. Les pièces de monnaie en Australie, au Royaume-Uni et aux USA contiennent des petites quantités de nickel et génèrent des allergies. Il y a des gens qui sont allergiques aux pièces, il y a des gens qui tombent malades à cause des billets. Donc finalement, toutes ces formes d'innovation monétaire, à chaque fois, on leur a quand même trouvé des défauts. Toute cette histoire de la monnaie, c'est une espèce de long chemin vers la dématérialisation. Comment est-ce qu'on peut le raconter, l'expliquer, ça ? Les coquillages, métaux précieux, papier avec étalon or, le système qui se termine en 1971, en Suisse en l'an 2000. Ensuite, la monnaie scripturale, où maintenant l'argent n'est que une ligne dans une base de données. Quelque part, c'est l'évolution logique. C'est de moins en moins besoin de matérialiser les échanges, puisque c'est garanti par la valeur de l'économie. Et finalement, quand on réfléchit, la suite logique, c'est vraiment des monnaies qui sont informatisées, des monnaies qui sont dans des ordinateurs. L'administration, les banques, les assurances, les commerçants utilisent quotidiennement des ordinateurs. Pour ces gens-là, ils sont devenus indispensables. Les ordinateurs sont des machines à traiter l'information, mais qu'entend-on par information ? Rien d'autre que les données d'un problème à traiter que la machine aura à traiter. Vous écoutez la première, c'est Paléo Futur avec Laurent Haug, investisseur spécialiste en technologie numérique. Ce matin, on parle des disruptions monétaires, on peut le dire comme ça, avec surtout ces crypto-monnaies en ligne de mire. Vous le disiez tout à l'heure, à l'apparition des billets de banque, on leur a fait des reproches. C'est le cas aussi pour les crypto-monnaies. On les accuse de beaucoup de mots. Reproche numéro 1, la crypto-monnaie, c'est pour les criminels, ça favorise le financement du crime. Puisque on pense que c'est anonyme et que ça permet de faire circuler des capitaux en toute discrétion. C'est vraiment anonyme d'ailleurs, la crypto-monnaie ? Ça n'est pas anonyme, on va y revenir, mais il y a une façon de faire circuler l'argent qui est anonyme, qui est le cash. Donc avant tout, le cash reste le choix numéro 1 des criminels qui veulent ne pas être tracés par le système. Donc c'est bizarre qu'on fasse porter ce chapeau-là aux crypto-monnaies. Il y a quand même des estimations, un certain Kenneth Rogoff, qui est économiste, qui a calculé que chaque Chinois dispose en moyenne de $1,000 sous son matelas, les Américains de $4,000 et les Européens de $3,600. En cash. La plupart des gens que je connais, moi, n'ont pas ces sommes. Ça veut dire qu'il y a tout un énorme réservoir d'argent qui est dans une économie parallèle. Peu de gens ont autant de cash
chez eux. C'est difficile à dire, hein. Ont autant de cash chez eux. Autant de cash chez eux. Ce cash, cet argent liquide, peut donc être utilisé pour le crime. Il l'est, je crois qu'on peut l'affirmer sans craindre quoi que ce soit. Mais les crypto-monnaies, alors, est-ce qu'elles sont vraiment utilisées par les criminels ? Alors, il y a très peu de cas avérés, c'est rarissime et c'est des sommes modestes. En décembre 2017, la justice américaine a arrêté une femme qui finançait Daesh via les crypto-monnaies, montant total $85,000. D'après Europol, les activités illégales, c'est entre 3 et 6% des transactions en Bitcoin. Le problème, c'est qu'en fait, le problème pour les terroristes et les criminels, c'est que le Bitcoin est traçables et les transactions sont ineffaçables. On ne peut pas remonter et effacer les transactions en Bitcoin, en Ether, etc. Et c'est comme ça qu'il y avait un article qui est sorti il y a quelques mois disant que si vous avez acheté des drogues sur The Silk Road, qui était le grand site du Darknet où on pouvait se procurer des drogues, et ben le jour où vous allez convertir vos Bitcoins en cash ou les sortir du système, vous allez devoir vous déclarer auprès d'un opérateur et votre identité pourra être ramenée à cette transaction. Donc ça n'est pas du tout aussi anonyme qu'on le croit. Pour transférer des bitcoins d'un compte à un autre, il faut connaître la clé publique du destinataire, son numéro de compte en quelque sorte. Mais pour autoriser et envoyer la transaction dans le réseau, il faut s'authentifier à l'aide de sa clé privée. Reproche numéro 2 que l'on entend à l'encontre des crypto-monnaies, elles ne sont pas sûres, elles ne sont pas safe. Et on a bien raison de dire ça, puisqu'il y a eu quelques grands scandales quand même. Par exemple, en décembre 2017, la plateforme NiceHash, qui mine des bitcoins et qui les garde pour le compte de ses clients, s'était fait voler 79 millions au cours du 7 décembre 2017, 4700 bitcoins. Eh bien oui, il y a des vols de bitcoins, mais en fait, ça n'est pas le protocole qui est en question. En 8 ans, ce protocole n'a jamais été mis en défaut. Personne ne l'a piraté. Le problème vient des banques à bitcoin. Et en fait, reprocher ces vols au bitcoin lui-même, c'est comme reprocher au dollar de ne pas être fiable quand une banque s'est fait braquer. Le dollar n'a rien à voir avec ça. C'est intéressant parce que quand on regarde les westerns du XXe siècle, qu'est-ce qu'on voit ? La légende, c'était les gens qui allaient braquer les banques. Aujourd'hui, plus personne ne pense à aller braquer une banque ou un coffre. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui, avec le temps, s'est suffisamment sécurisée. Et donc, maintenant, c'est une évidence que quand on va poser son argent à la banque, il sera sécurisé. Certainement qu'avec les cryptos, on va arriver au même point. Allez, c'est décidé, on le fait. Quoi donc, papa ? Un hold-up. Un hold-up ? Un hold-up, la banque en face, un hold-up. Ouais, donc si je vous suis bien, les enjeux de sécurité ne sont pas propres aux monnaies cryptées. Toutes les monnaies ont des problèmes de contrefaçon, de sécurité, y compris celles qu'émettent les États. Et parfois, le faux monnayage est même effectué par les États eux-mêmes. Il y a l'opération Bernard, un projet nazi de la Deuxième Guerre mondiale qui vise à déstabiliser l'économie britannique en inondant l'Europe de fausses livres fabriqués par des prisonniers dans le camp de Sachsenhausen. 8 millions de billets. 8 millions de billets, je vais pas essayer de leur dire, pour une valeur de 134 millions de livres. Les billets sont si bons que même les experts de la Banque d'Angleterre n'arrivent pas à détecter que ce sont des faux. Alors, un État qui émet de la fausse monnaie, sous Napoléon, en 1809, Fouché avait organisé un réseau secret de fabrication de faux billets anglais et autrichiens avec des graveurs payés par l'État, des contrefacteurs fonctionnaires. Donc on voit bien que la contrefaçon et le manque de sécurité est aussi inhérent aux monnaies papier. Reproche numéro 3, les crypto-monnaies favorisent la spéculation. Les crypto-monnaies favoriseraient en fait les bulles économiques, ces phénomènes qui font que tout à coup tout s'effondre. Le cours du Bitcoin donne plutôt raison aux gens qui pensent qu'il y a une bulle. Septembre 2017, on est à $4,000. Un an avant, on était à 40. Début janvier 2018, $14,000. Et mi-2018, on est à 8,300. Donc il y a une grande volatilité. La question, c'est jusqu'à quand ? Parce que toutes les monnaies sont sujettes potentiellement à la spéculation et encore plus à leur début. La livre sterling, il y a une attaque massive de spéculateurs en 92 avec un certain George Soros qui amène à une dévaluation de 15% et la sortie du fameux serpent monétaire européen. Quand est-ce qu'on a dit serpent monétaire européen la dernière fois ? Ça devait être il y a bien longtemps. Le yen qui prend 20% en quelques semaines après un tremblement de terre, je crois que c'était en 1995. En fait, les bulles sont normales. Elles servent à installer l'infrastructure. C'est ce qui a permis, par exemple, de développer les réseaux de chemin de fer, de télécom, d'internet. Et on revoit ce phénomène arriver à l'heure des cryptos. Il y a aussi cette fameuse bulle assez célèbre, celle des tulipes. C'est ça s'appelle la star des bulles. C'est
la star des bulles. La tulipomania. Voilà, tulipomania, je cherchais le nom. Au XVIIe siècle, en Europe, la passion pour les tulipes produites aux Pays-Bas explose. C'est un symbole de luxe, de richesse. Il y a des catalogues dans toute l'Europe avec des bulbes. Et donc, il y a une création d'un marché. Et en 1637, le cours flambe complètement. Il y a 6700 florins pour une variété particulière de bulbes. Le prix d'un certain bulbe atteint le prix de 2 maisons, 15 fois le salaire annuel d'un artisan. En février 1637, la bulle du bulbe éclate et le pays part en crise. La bulle du bulbe, ça non plus c'est pas facile à dire. Arracher et stocker les bulbes de tulipes défleuries. Pour les replanter à l'automne prochain, les bulbes doivent sécher hors du sol. Donc les cryptos, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, c'est une révolution, d'accord, c'est une évolution, mais finalement, on le voit, c'est une nouvelle révolution comme il y en a eu bien d'autres avant dans le domaine monétaire. On retrouve finalement beaucoup de mécanismes connus. On a fait un parallèle avec l'or, on retrouve un peu les mêmes problèmes qu'avec le cash, on retrouve les mêmes problèmes qu'avec les billets de banque, on retrouve les mêmes problèmes de bulles. Donc en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est déjà passé dans l'histoire et c'est vraiment la continuation de cette dématérialisation. Le crypto, c'est vraiment le symbole d'une époque digitale où tout passe par l'ordinateur. La particularité, alors ce qui change vraiment, c'est que les États, en tout cas aujourd'hui, ne contrôlent plus la création de valeur ni la quantité de monnaie en circulation. Et ça, c'est déterminé par un réseau informatique qui est décentralisé. Et en fait, au fond, c'est un petit peu l'ubérisation de la confiance. Au début, les États émettaient la monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on leur faisait confiance. Aujourd'hui, n'importe qui peut se mettre avec d'autres gens et dire « Faites-moi confiance, je vais créer ma monnaie, je vais créer mon propre mythe. » L'or, c'est un mythe, on croit que ça vaut quelque chose. Le dollar, c'est un mythe quelque part, on croit que ça vaut quelque chose. Et aujourd'hui, finalement, je dis l'ubérisation parce que tout le monde peut lancer son propre mythe. Et puis, pourquoi ça marche ? Parce que c'est le produit viral ultime. Une fois que vous avez des bitcoins, plus vous arrivez à convaincre vos amis que ça vaut quelque chose, plus ils vont investir dans le système et plus le bitcoin va valoir quelque chose. Voilà, c'est pas si nouveau que ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment très flagrant comme mécanisme. Bonsoir, audience. Ce soir, à Qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Marcel. C'est parti. On joue à Qui veut gagner de l'argent en masse. Un vrai défi, quand même. Malgré tout, vous le dites un peu comme si c'était inéluctable, comme si tout coulait de source, comme si personne ne pouvait avoir une action là-dessus, agir là-dessus. Ça reste un défi, ces crypto-monnaies, un gros défi. C'est un gros défi et il y a un énorme problème dans le système, c'est le coût énergétique. La façon dont ces crypto-monnaies sont designées, ça fait qu'il y a énormément de calculs qui doivent être faits par énormément de monde. Et aujourd'hui, on estime que la consommation des mineurs, des gens qui font tourner les crypto-monnaies, leur consommation énergétique, c'est 0,16% de la consommation mondiale. Juste pour faire tourner un système monétaire, c'est supérieur à la consommation intérieure de 159 pays pris individuellement. Il y a 159 pays qui consomment moins que 0,16% de l'électricité mondiale. On a un risque, c'est que le coût de maintenir et de créer ces monnaies devienne à terme supérieur au coût lui-même. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir résoudre avant que les crypto-monnaies puissent s'installer comme une monnaie durable et pérenne. Merci Laurent Haug, investisseur spécialiste en technologie numérique. Merci aussi à Jean-Christophe Piot, notre farfouilleur de Paléo Futur. Merci aussi à Jean-Paul Delahaye, professeur à l'Université de Lille, et à Steve Anquet, professeur à l'Université Johns Hopkins de Baltimore. À bientôt. Bon week-end. Paléo Futur sur la première.